trois sorciers de Smart Bourse sont avec nous comme chaque troisième vendredi du mois pour décrypter cette échéance mensuelle sur les marchés avec l'expiration de différents produits dérivés. Aujourd'hui, une échéance mensuelle un peu compliquée. On en parle avec Romain Daubry, bien sûr, consultant pour Bourse Direct et cofondateur de l'Atelier des Options. Bonsoir Romain. Bonsoir Gérard. Jean-Louis Cussac avec nous en plateau, formateur et trader chez Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir tout le monde. Et à distance avec nous, Philippe Béchade, le président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien également. Bonsoir Philippe. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous trois. Bilan d'une échéance, je le disais, compliquée. Ça fait peut-être des mois qu'on n'a pas eu une échéance aussi compliquée. Une fin d'échéance particulièrement compliquée et nerveuse, Romain. Oui, on oubliait que les marchés pouvaient baisser aux États-Unis. Parfois ça arrive. Parfois ça arrive. Et cette fois-ci, c'était la bonne, si je puis dire, parce qu'on avait connu des événements techniques d'avalement baissier en hebdomadaire. La bougie de la semaine qui englobait la bougie de la semaine précédente. En haut de marché, on craignait le pire. Ça a été le cas 3 fois d'affilée sur le Nasdaq avant que ça crée un mouvement de consolidation un peu plus marqué. Il y a pas mal d'éléments qui expliquent ça à mon sens. Pour ce qui est de l'indice parisien, on a clôturé cette échéance avec une baisse de 215 points. On compense à 7985,10 points, de un peu plus de 2,5%. C'était un moindre mal. On préserve des niveaux pour l'instant techniques. À Wall Street, c'est un peu différent. On a vu cet excès aussi, à mon sens, se former. Ce petit coup alors je vais employer le mot d'euphorie, mais il est modéré. Le mot d'euphorie de court terme se crée il y a quelques semaines où on a vu l'indice Nasdaq progresser de 2000 points et de 8% en 10 jours, en laissant ouvert 5 gaps d'affilée dans une période qui précédait la réunion de la Fed et les débuts des résultats trimestriels. C'était fin octobre, c'est ça, les derniers tops de marché aux US et sur les dernières séances d'octobre, c'est ça. Exactement. Et donc avant cette série de rendez-vous qui était quand même majeure, on voyait un petit coup de joie, on peut dire, de la part des opérateurs en haut de marché qui pouvaient laisser un peu de doute. Ça a créé cet excès un petit peu avec un ratio put-call qui était assez bas et un marché qui était un peu vulnérable au moment de cette publication. Finalement, on s'en sort pas trop mal. La saison des publications est plutôt bonne, mais moi je vois de plusieurs aspects. Il y a le côté déception quant à la baisse des taux à venir. On s'attendait vraiment à plus de 90% à cette baisse de taux pour le mois de décembre. Le consensus est largement tourné compte tenu des éléments récents. Le manque de visibilité concernant la macroéconomie, bien sûr, joue aussi sur la crainte. Puis l'année a été bonne, donc on prend du bénéfice, on encaisse. Ça, je pense que c'est un autre critère. Il y a un autre élément aussi qui joue à mon sens, c'est que il y a tout l'aspect trading qui alimente la liquidité du marché. Quand les traders ont fait de bonnes années, de bonnes performances, on leur donne pour consigne, fin octobre en général, de lever le pied, de ce qu'on appelle fermer les books, c'est-à-dire de travailler avec des positions qui sont insignifiantes par rapport au reste de l'année, de plus prendre de risques. En fait, les performances sont faites, donc ils sont toujours là, mais le marché est plus creux, et on le voit, on a eu de jolis contre-pieds, jolis, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas d'importants contre-pieds sur le marché, sur fond un peu baissier, encore une fois, et puis dans un contexte qui était un peu plus retour à la réalité que ça n'était. Donc c'est pour l'instant un mouvement de consolidation qui se fait plutôt en bon ordre. On teste quand même des niveaux d'alerte qui sont un peu gênants sur le DAX, sur le S&P aussi. On rompt avec des niveaux et des niveaux techniques importants comme le point bas du mois d'octobre qui avait systématiquement été préservé sur tous les indices statistiquement depuis 50 ans, dans 90% des cas. Donc c'est quand même pas un signal, voilà, mais on a eu une année aussi un peu exceptionnelle par certains côtés, donc il est normal que le marché fasse pas toujours la même chose, voilà, c'est le cas. Ça reste à mon sens assez canalisé, marché un peu creux, un intérêt qui est relativement faible, des opérateurs qui sont en retrait, puis il y a ce consensus qui pour moi est un put sur le marché pour l'instant qui permet d'éviter, à mon sens, à court terme des risques majeurs, c'est que tout le monde appelle de ses voeux une baisse de 10 à 15% des indices pour pouvoir re-rentrer. Donc on sait ce qu'on n'a pas encore fait. Hein. Ce qu'on n'a pas encore Sur le S&P, on doit être à moins 5 et le Nasdaq à moins 8 peut-être autour depuis les tops de fin octobre. Exactement. Et donc on sait qu'en général, quand ce comportement est déclaré, annoncé, c'est que bien les opérateurs ont débouclé des positions, ils ont fait du cash, ils sont prêts à rentrer dans le marché. Donc on n'a pas un marché qui est tout en haut, où tout le monde est surinvesti et où tout le monde est euphorique en expliquant que tout va bien. On a même abordé la publication d'NVIDIA avec un peu plus de prudence que d'habitude. On avait perdu 15% avant la publication et on n'avait pas un ratio put-call qui était euphorique à 0,20, 0,25 comme on a pu le voir par le passé. On était à 0,60. C'est optimiste, mais c'était pas délirant. Et puis la position ouverte sur NVIDIA avait beaucoup baissé aussi. On peut rappeler qu'au mois de mai, il y avait 5 millions de contrats d'options ouverts sur l'échéance en cours
sur Nvidia, je parle que de l'échéance mensuelle, pas des échéances plus courtes. 5 millions de contrats d'options, c'est monstrueux. Il n'y en avait plus que 2,5 millions au cours de cette échéance-là. Donc, il y a une moindre prise de risque, moindre prise de position qui explique aussi des décalages un peu plus rapides, un peu dans le vide aussi. Et puis, à un moment, un marché qui temporise un peu après un parcours qui était quand même intéressant. Donc, ça reste quand même relativement ordonné à ce stade. Ça reste ordonné, c'est plutôt même sain, puisqu'on se pose la question, et ça aussi, c'est un élément intéressant. La séance d'hier, qu'on corrige, je comprends. Après, c'est vrai que quand on voit le schéma d'une séance comme celle d'hier, j'ai du mal à imaginer que ce soit sain. Alors oui, pour moi, c'est pour ça que j'essaie de relativiser. On approche de l'échéance des marchés dérivés. Ouais. Donc il y a l'aspect technique et contre-pied qui peut jouer. Il y avait ce gap baissier laissé sur le VIX qui était un signal d'appel. C'est pas toujours comblé dans la journée, mais c'est en général comblé assez rapidement. Il ne reste sur le VIX que le gap du mois d'avril dernier qui reste ouvert pour l'instant. Donc il y a ça aussi. Il y a l'aspect marché plus creux. Et puis effectivement des positions peut-être un peu plus spéculatives à la baisse pour l'instant dans le contexte de marché où on joue un peu les contre-pieds. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en termes de comportement, il n'y a pas une journée où on n'évoque pas le fait qu'il n'y ait pas une bulle sur le terrain en ce moment. Ça, c'est sûr. Ça me rassure un peu. Tant qu'on est dans ce narratif, je pense que les choses s'éloignent. Tant qu'on s'inquiète d'une bulle, c'est qu'elle peut continuer de gonfler. Exactement. C'est un peu c'est un autre critère. Maintenant, ce qu'on peut voir et ce qui va être intéressant, c'est dans quelle proportion. On va essayer d'en parler ensemble. Dans quelle proportion on peut s'arrêter ou continuer à consolider un petit peu. Mais je ne pense pas que ce sera 10. Ça peut être un petit peu plus, mais pas 10 ou 15. Puisque c'est ce que tout le monde attend. Donc si c'est le cas, c'est beaucoup plus grave. Mais je pense qu'on arrive rarement à ces niveaux-là. C'est la nature du rebond qu'on pourra observer ensuite qui va être très intéressante. Est-ce que ça va être un fameux rebond du chat mort où on va remonter sans volume, sans intérêt, sans soutien? Et là, on pourra se dire qu'on était au début d'une phase de distribution et que c'est plus grave. Pour l'instant, on a des éléments qui montrent qu'il y a quand même eu un vrai coup d'arrêt dans la tendance. Ça, c'est sûr sur les indices américains. Des prises de bénéfices avec du volume. On ne va pas aller refaire des tops immédiatement, sauf surprise de Donald Trump. Mais sinon, je ne vois pas. Ouais. Bon, simple épisode de volatilité, respiration légitime, prise de profit nécessaire aussi au terme d'une année solide en termes de performance, ou est-ce qu'il y a les germes d'un possible retournement de tendance dans ce qui se passe là ces dernières heures notamment, Jean-Louis? Alors oui à tout. Oui à tout. Pour l'instant, il n'y a pas de retournement. Tout est sur la table. Oui, et c'est un moment, si vous voulez, où on peut se dire, écoutez, il n'y a pas de quoi prendre d'initiative immédiate. Il y avait des choses à faire ces derniers temps, notamment se protéger. Je crois que je l'ai écrit tous les jours. Protégez-vous, etc. La volatilité implicite n'est pas si élevée que ça. Elle était à 13, 14. Elle n'était pas si élevée par rapport aux enjeux, par rapport... Il y a eu derrière cette série d'alertes sur les valorisations de l'IA. D'ailleurs, les valeurs avaient déjà bien reculé, notamment Nvidia avant les publications. Il y avait déjà des moins 10, moins 20 sur les Max 7, bien sûr. Donc, les précautions ont été prises tout de même. Et d'ailleurs, on voit que ça a fortement reculé hier d'une manière assez incroyable. En effet, moi, je trouve, mais bon. Ah ouais, non, mais quand vous êtes sur le marché, je peux vous dire que ça vous fait mal. Hein. Oui. Ouais, vous savez, à un moment donné, j'ai vendu le futur et je vends des poutres. Je suis tenté à un bon repli de me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je rachète mon fut. Et je me suis dit, c'est pas sain tout ça. J'ai écrit que c'était pas sain. Je vais pas racheter mon futur. Quand je me suis retrouvé à 6540, je me suis dit, waouh. Non, mais il faut que les gens se rendent compte que, même si on est habitué, moi ça fait quand même 45 ans que je fais ça, mais où on se dit, waouh, je l'ai rêvé, le marché l'a fait, quoi, enfin, où je l'ai cauchemardé. Et donc, non, c'est chaud, quoi. Et puis aujourd'hui, bon, ça se calme. On voit sur le marché en France, j'ai vu qu'ils venaient payer des valeurs sur lesquelles les investisseurs n'étaient pas susceptibles de prendre des bénéfices pour payer de la casse, parce qu'ils ont acheté là aujourd'hui des valeurs qui étaient déjà à la casse, comme Pernod Ricard, qui étaient en hausse, le secteur, on va dire. On rachète les losers, quoi. Ouais, et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, tiens, ils sont prudents quand même. Ils y vont doucement. Bon, le luxe là a été encore dégradé. Il y a eu des dégradé, c'est pas vendé, hein, c'est neutre, on va dire. Il y a pas de. On peut dire que les indices européens
offre des perspectives moins risquées. C'est pour ça que moi j'avais On fait voit aussi d'ailleurs cet qu'on arbitrage. suit nettement moins la baisse de Oui. Wall Street que ce qu'on a vu en Asie, par à fait. exemple, ce matin. Oui, oui, Plus oui. de tech sur les indices oui, asiatiques, bien sûr. Kospi, Taïwan, etc. Donc, Mais en Europe, on va finir flat, quoi. Oui, non, mais c'est pour ça que dans cet esprit, moi j'avais dit, je vends, si je dois investir, je ne vais pas investir aux États-Unis. À la limite, je peux même vendre les États-Unis et acheter l'Europe. Bon, là, on est repassé dans un arbitrage favorable qui n'a pas été fantastique au départ, mais on est prêt à tout entendre, à tout. Est-ce que le marché américain est déjà survendu ou pas du tout? Non, il est pas survendu. Non, mais c'est une question. Hein. En fait, les attentes maintenant, sont tellement exigeantes que la moindre contrariété. Alors après, on cherche des excuses, toujours pareil. C'est ex-post, on cherche des explications. Oui. Voilà, alors, le shutdown. Palantir avait déjà été un petit signal aussi, un résultat spectaculaire et un titre qui perd, je crois, 8% sur la séance. Ouais. En fait, là, ils sont pas très contents parce que, évidemment, mais l'histoire de la baisse des taux d'intérêt, ça fait un bout de temps qu'on savait que la Fed ne baisserait pas ses taux en décembre on n'en sait toujours rien. En tout cas, on sait depuis un moment que c'est très partagé, que c'est un close call, qu'il y a du pour et du contre, et que oui, un jour c'est dans un sens et le lendemain c'est dans l'autre. C'est plutôt à cause du shutdown qui a duré très très longtemps, c'est le record. Les statistiques, la Fed a dit qu'ils étaient très data dépendants. Donc ça veut dire que là, ils n'avaient pas de data, ils n'avaient pas d'informations, et on sait qu'ils vont les avoir d'une manière un peu... elles seront partielles, à certains moments, pas complètes. Et ils ne peuvent pas prendre de décision. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas dans une situation où ils peuvent trancher très clairement et faire basculer les indécis, dans un sens comme dans l'autre. Donc ça ne plaît pas, ok. Et après, il y a eu... tout le système qui tient sur des choses parfois un peu le financement par le fournisseur, tous les échanges qu'il y a eu, c'est quand même dangereux, les gens y pensent. On suit ça depuis des semaines, des mois, chaque deal. Jusqu'au moment où... non, mais ça ne veut pas dire que ça présente pas de Donc risque. ça aussi, le côté circulaire est très monitoré, on va dire. C'est inquiétant. Mais oui. C'est inquiétant. Voilà, donc il y a des menaces diverses et variées. Donc les investisseurs, il est normal que de toute façon dans un repli comme celui-ci, tout le monde va dans le même sens au même moment parce qu'on a beaucoup de spéculateurs présents sur le marché américain. Tu l'as dit avec les options, on voit les enjeux qu'il y a sur les options à très court terme qui sont très importants. Hier, dans le repli, vous avez une gestion de delta qui est, du gamma des positions globales qu'ils peuvent avoir les arbitragistes qui est très impactante. Donc vous avez un phénomène d'amplification du repli qui, sur le plan de la construction, sur le plan technique, est extrêmement important. Et là, il agit à plein. C'est-à-dire quand ça baisse, il faut vendre. Et entre ceux qui doivent vendre parce que ça baisse et les spéculateurs qui vendent parce qu'ils n'ont plus le choix, ça fait du monde qui vend, quoi. Et ça fait un gros mouvement qui est assez violent. Philippe, votre bilan de cette échéance et puis la radioscopie aussi de la séance d'hier, qui est peut-être une séance clé quand même de cette fin d'année. Ouais, clairement, c'est une séance clé, une séance pivot, un vrai tournant qui survient alors qu'hier, on n'a eu qu'un chiffre et difficile à interpréter concernant l'emploi américain. Mais je dirais que le marché était mûr pour ce genre de décrochage, parce que ça fait en fait maintenant presque 3 semaines que les marchés ignorent le krach rampant du marché obligataire japonais. Je pensais que vous alliez me parler du krach des cryptos, mais parlons du krach obligataire japonais. Alors effectivement, ça m'intéresse d'autant plus. Enchaîner là-dessus, puisque quand on parle de crypto, on parle effectivement d'actifs extrêmement sensibles à la liquidité. Et qu'est-ce que signifie le krach rampant au Japon ? C'est une envolée des taux longs qui ont battu tous leurs records historiques, au-delà de 3,36, 3,38. Sur le 30 ans, on est monté à 3,84. Sur le 40 ans, ce sont des émissions qui existent depuis l'an 2000, donc on n'avait pas
d'antériorité. On se retrouvera sur du 10 ans des taux à 6% à la fin des années 80. Mais là, clairement, avec des plus 15, plus 20 points en une poignée de séances, on est sur des ordres de variation du marché japonais qu'on n'a pas vu depuis 30 ans. Et il y a un lien très direct pour vous entre ce qui se passe sur le marché obligataire au Japon et le reste des marchés mondiaux, à commencer par le marché leader américain. Je sais bien que tous les marchés globaux sont connectés d'une manière ou d'une autre, mais on peut se dire que la dette japonaise, bon, c'est très domestique, c'est traité par les banques japonaises, et que de là à faire baisser Nvidia, je sais pas, du pic au creux de 7 ou 8%, c'est peut-être aller un peu vite en besogne. Et d'ailleurs, je n'ai pas été trop vite en besogne, puisque je ne l'ai pas dit. Oui, non, d'accord. Par contre, ce qui est certain, c'est que le carry trade est le mécanisme par lequel le système financier se finance à bas coût, et s'est financé à très bas coût pendant plus de 30 ans, avec des taux à 10 ans qui étaient entre 0 et 0,25, passé négatif en 2020-2021 à moins 0,30, et maintenant on est à 1,80. Autrement dit, l'argent pas cher, il n'est plus au Japon. Donc le mécanisme du carry trade consistant à emprunter pas cher, et aujourd'hui à 30 ans, si on est à 3,25, 3,30, évidemment, ce ne sont plus des taux cadeaux. C'est 300 points de plus qu'il y a 3 ans. En novembre 2022, on était à 0,50, 0,60 sur des taux longs japonais. On est maintenant 280 à 300 points plus haut. Autrement dit, ceux qui avaient utilisé le yen comme source de financement, aujourd'hui, quand ils se disent non, il faudrait que je retrouve des liquidités pas chères, eh bien, elles ne sont plus au Japon. Donc ça raréfie la liquidité. D'où le plongeon des cryptos, qui sont les plus sensibles à la liquidité, voire la surliquidité, parce qu'on va sur les cryptos quand on a acheté un petit peu tout ce qui était prioritaire par ailleurs. Et on a donc maintenant un Bitcoin qui perd, je crois que c'est 35% sur ses sommets de fin octobre. Le Bitcoin, à l'instant, il vaut 82 800. Voilà, on a un Ethereum à moins de 2700, donc voilà, c'est 45% de repli. Donc des replis de cet ordre-là, oui, dans le monde des cryptos, ça commence à s'apparenter à un crack. Tous les leviers sont en train de voler en éclats, on réduit par tous les moyens, et un palier enfoncé déclenche de nouveaux programmes de vente. Donc oui, les cryptos sont peut-être le canari dans la mine, et tout ce qui était acheté avec effet de levier est en train aujourd'hui d'être balancé. Et je pense que les positions sont tellement gigantesques que c'est probablement pas terminé. Bon, où va le Bitcoin, Romain? Vous êtes venu avec le beau graphique du Bitcoin en dollars, bien sûr. Et est-ce qu'effectivement, comme le suggère Philippe, est-ce que c'est un indicateur avancé, alors, d'une spéculation ou d'une surspéculation en partie générée par le retail américain, par les particuliers, qui est en train de s'épuiser? Est-ce que c'est un indicateur avancé qu'il faut prendre au sérieux pour d'autres actifs dans l'univers des marchés? Et il s'est comporté comme un indicateur avancé souvent. Donc effectivement, c'est peut-être... Vous disiez le mois dernier déjà. Effectivement. Ça manifestement pour l'instant est le cas, pas dans les mêmes proportions, mais il se passe quelque chose. C'est un actif qui est aussi beaucoup utilisé par les professionnels et par le trading des professionnels ou semi-professionnels, puisqu'en fait, il y a beaucoup de traders qui se sont aperçus qu'en appliquant leurs algorithmes de trading institutionnels dans les salles de marché au Bitcoin, ils avaient des histoires de marché qui étaient en 3 semaines ou un mois l'équivalent d'une année de bourse classique sur un indice. Donc, ils ont trouvé des terrains de volatilité importants. Donc, il y a eu aussi l'entrée de gros acteurs dans le marché et puis des signes importants. Le Bitcoin a prévenu depuis le mois de juillet de désorientation avec ce triangle inversé qu'on voit probablement à l'écran, avec ce comportement de marché qu'on avait évoqué déjà plusieurs fois ensemble qui indique de la désorientation. On attribue ce phénomène souvent au fait que les gros acteurs allègent du papier, créent un premier mouvement de baisse,
puis enlève cette pression baissière. Donc souvent après un pic haussier, il commence à y avoir un premier mouvement de baisse, puis on enlève la pression baissière. Ça permet d'aller former rapidement un nouveau plus haut, et ça c'est le début. Parce que le retail achète ce creux. Parce que le retail achète ce creux, effectivement, et donc ça permet d'aller former un nouveau plus haut, en général avec des volumes plus faibles. Puis on a une deuxième vague de baisse un peu marquée, qui est un peu plus gênante, qui commence à permettre de dessiner cette structure en porte-voie ou triangle inversé, qui fait qu'on fait des sommets, des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas à la fois. Ce manque d'harmonie, ce signe de manque d'harmonie dans le marché est en général à prendre avec comme un warning au sérieux. Oui. Et ça se termine statistiquement 9 fois sur 10 par un mouvement de baisse marqué. Ouais, donc c'est une figure assez fiable. C'est une figure assez fiable. Alors elle est fiable, mais elle est compliquée à travailler puisqu'elle n'a pas de borne propre, dans la mesure où justement on fait des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Tout ce qui manque d'harmonie en analyse graphique, c'est un warning, un signal. Donc là c'est le cas, et en général on rebondit une 5e fois avec un volume modeste et avant d'avoir un pic baissier qui est une accélération baissière. Donc c'était vraiment le cas et le schéma typique. Pour trouver des niveaux cibles, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les ranges dans lesquels on évoluait précédemment, et le range d'avant, c'était 104 700, 123 540. Rompu par le bas, ça donnait 86 400. Et le gros support autour de ce niveau-là, c'était 82 500. Donc c'est là, maintenant, aujourd'hui. On s'est arrêté sur cette zone de prix pour l'instant. Donc savoir si ça va s'arrêter là, c'est difficile de le dire. Il y a quand même du volume, il y a quand même un mouvement qui est assez brutal. Il y a un changement de comportement, et on sait, grâce à cette structure, que ce sont des gros acteurs du marché qui sont sortis pour l'instant. Donc on arrive sur des niveaux clés. Il va falloir préserver un niveau important, c'est 71 000. Et en dessous, le gros support suivant, c'est 58 800. 71 000, c'est pas n'importe quel niveau, parce que c'est le niveau à partir duquel les mineurs sont encore rentable. Donc c'est un niveau qui n'a jamais dans l'histoire du Bitcoin été enfoncé. Donc pas le niveau de 71 000, mais le niveau de rentabilité des mineurs. Donc ça peut être un point vraiment clé aussi sur ce marché-là. Pour l'instant, on arrête de baisser sur ce niveau-là, mais c'est très récent, de 82 500, 86 400. Donc il va falloir voir le comportement du Bitcoin sur ces prix-là, sur ces niveaux-là. Sinon, on peut assez rapidement doubler le score à la baisse, comme on l'indiquait. Ouais. Il est où le buy the dip là ? Enfin, il est où le retail qui achète tous les creux de marché? Pas depuis 2 mois, pas depuis 3 mois, depuis des années maintenant, peut-être même depuis Covid 2020. Le retail était en première ligne pour acheter le creux de marché de 2022. Le retail était en première ligne pour acheter le creux de marché de Liberation Day en 2000, cette année, avec Trump. À moins 30, moins 40 sur les cryptos, visiblement, on ne se précipite pas pour racheter. Nvidia est encore en baisse, là, aujourd'hui. Pareil, le Nasdaq a du mal, là aussi, en cette fin de semaine, à se remettre de la séance d'hier. Parce que la situation est très complexe, et la séance d'hier le montre très bien, l'illustre très bien. C'est pas que c'est mauvais, c'est pas que c'est bon. C'était complexe. C'est que c'est compliqué aussi quand même. Mais là, quand il sort sa pancarte Liberation Day, c'était quand même complexe. Pour autant, le retail, comme d'un seul homme ou comme une armée, s'est rué sur le creux pour acheter. Ouais. Non, mais je me souviens très bien des discussions qu'on avait en avril quand même. Le monde était complexe en avril aussi. Oui, mais il réagissait à la parole de Trump. Là, il dit rien en ce moment. Trump avait dit d'acheter. Trump disait... n'a pas dit d'acheter. Non, mais c'est vrai. Ah non, mais oui, je sais. C'est ce que je viens de dire. Donc, il réagissait à des annonces précises. On fait pas, les taxes, les machins, les trucs, on reporte. Bon, là, c'est autre chose. Et vous avez des acteurs divers. Et donc, moi, si le Bitcoin est un éclaireur, moi, j'ai 74 700 comme objectif. Donc, c'est bien, c'est pas les mêmes que Romain. Et ça veut dire qu'il y a encore moins 7% par rapport au plus bas qu'on a fait ce matin. Donc, il y a encore des possibilités. Donc, vous avez tout un tas d'acteurs qui sont fragilisés. Et de toute façon, si on n'a pas quelqu'un qui dit qu'il faut acheter, comme Trump l'a fait au mois d'avril ou à plusieurs reprises, eh bien, il faut plusieurs jours de stabilité, un petit peu de retour au calme, avant que l'on puisse se dire, bon, là... Alors, la stabilité, elle peut être nerveuse, mais au moins que ça s'arrête de baisser, ou que ça freine dans la baisse. On n'enfonce pas de nouveaux planchers. On voit qu'il y a un appétit pour des valeurs comme l'IA et d'autres. Mais pour l'instant, on voit rien. On voit rien. Et encore une fois, vraiment, je vous assure que pour prendre des décisions, c'est complexe.
parce qu'il y a du pour, du contre et du bien au contraire. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on fait ? On fait rien, quoi, tout simplement. Et moi, je comprends que les gérants, aujourd'hui, se disent, bon, ben, et il a raison, Romain, quand il dit que quand on a fait une bonne année, on va arriver vers la fin... Pas envie de tout vendanger en 2 semaines de bourse. Oui, donc on essaye de botter un peu en touche. L'IA a été tellement puissante, tellement concentrée que quand on est benchmarké, c'est toujours le problème. Non, mais s'ils sont en retard, c'est qu'ils avaient un billet à ne pas acheter. C'est pas maintenant qu'ils vont faire. C'est que la gestion benchmarkée, vous le savez aussi bien que moi, c'est très compliqué. Et suivre un benchmark aujourd'hui, quand en plus tout est concentré sur quelques valeurs. Donc il y a quand même des gérants très bons qui peuvent être aussi en retard par rapport à des performances indicielles qui sont spectaculaires cette année. Oui, mais c'est les gens qui sont en retard sur une gestion quand même un petit peu discrétionnaire quand même, c'est parce qu'ils y croyaient pas. Et aujourd'hui, si le marché leur dit qu'ils sont en train d'avoir raison, ils vont pas y aller non plus. Donc voilà, aujourd'hui, il y a tout pour ne pas y aller. C'est tout. C'est pas je vous dis pas qu'il faut vendre, je vous dis pas qu'il faut acheter. Moi, prenez des vacances, quoi. Non, mais c'est difficile parce qu'il y a des moments où on est capable, à tort ou à raison, on peut dire je vends. Ok, parce que je n'y crois pas pour différentes raisons. Et il y a des moments où on ne peut pas, où on dit, bon, ok, on vient de perdre 300-400 points pratiquement sur le marché, sur la SP500. Bon, ça reste raisonnable, mais la séance d'aujourd'hui, elle me fait un peu peur. Avec le vendredi soir, le week-end. Semaine très écourtée la semaine prochaine aux États-Unis. Il y a un peu plus de 3 séances de bourse, mais ça aussi, 3 séances de bourse pleines. Et une nouvelle échéance des marchés dérivés. Non, mais c'est l'Europe, enfin, c'est le CAC 40, c'est tout. Oui, on s'en fiche. Non, le CAC 40, l'échéance, il n'y a plus rien. L'échéance sur les futurs américains, c'est les trimestriels. Donc, et l'Eurostoxx également. D'ailleurs, l'Eurostoxx et le CAC n'envoient pas de signal de retournement. Le marché américain, sous 6570, il y a un biais de neutralité quand même. Moi, en tout cas, ce matin, c'est ce que j'ai dit. On n'achète que sur des signaux techniques, ou on vend sur... Il vaut mieux être hyper technique que d'anticiper la poursuite d'un mouvement, puisque le mouvement, il est remis en cause. Donc on y va doucement, c'est tout. Et voilà, il va falloir attendre, en effet, d'avoir des... Mais le problème, c'est que ça va encore être extrêmement violent. Dès qu'on va y voir un peu plus clair, dès que la Fed, on aura l'idée qu'elle va baisser ses taux au mois de janvier, ça va être anticipé violemment, etc. Il y a beaucoup de statistiques qui arrivent la semaine prochaine, quand bien même elles seront encore partielles, quand bien même on n'aura plus de rapport sur l'emploi avant la décision de la Fed. Il y a encore du grain à moudre de ce point de vue-là. D'ailleurs, Philippe, est-ce qu'une prise de parole comme celle du patron de la Fed, John Williams, aujourd'hui, qui fait remonter quand même substantiellement la probabilité de baisse de taux de la Fed en décembre, on sent que c'est un close call, on sent qu'il y en a des deux côtés au sein du board et du FOMC, et que la bataille fait rage, etc. Néanmoins, c'est quand même une Fed qui a commencé à rebaisser ses taux en septembre, qui a suivi sur la réunion d'octobre. C'est vrai qu'il y a aussi l'idée d'être à un moment un peu cohérent avec ce qu'on fait, et que s'arrêter au bout de 2 baisses de taux quand on a enclenché un mouvement d'ajustement, ça peut paraître bizarre. Bref, est-ce qu'une prise de parole comme celle du patron de la Fed de New York aujourd'hui peut permettre de venir stabiliser un peu les marchés ? Est-ce que ça suffit, ou est-ce que non, on est dans autre chose ? Je pense que la principale préoccupation de la Fed, c'est de faire que les marchés ne s'effondrent pas. Ce qui reste de consommation et qui est tenu par les 10% les plus riches, qui représentent plus de 49% de l'argent dépensé aux États-Unis, tout repose sur l'effet richesse. Quant à ceux qui ont des retraites cumulées durant toute leur carrière, si du jour au lendemain ils perdent 20-25% sur la valeur de cet encours, ils vont évidemment moins consommer. Donc, que la Fed a tenté de faire, à mon avis, c'est avec les 4 prises de parole qu'on a eues consécutivement, où il disait baisser les taux en décembre, c'est peut-être un peu prématuré, on n'est pas sûr d'avoir bien ancré l'inflation. Je pense que c'était peut-être pour tempérer Wall Street, son euphorie, éviter qu'on rentre dans une bulle qui pourrait éclater, qui serait incontrôlable, sans oublier donc que l'effet richesse produit par la hausse de Wall Street a évidemment des conséquences inflationnistes, dans la mesure où les gens sont très incités, enfin ceux qui en ont les moyens, les plus riches sont très incités à consommer. Bon, là, ça commence à devenir un petit peu chaud. La séance de jeudi, on l'a suffisamment commenté. C'est quelque chose comme qui survient rarement
à la veille d'une échéance mensuelle. On a été habitué cette année pratiquement, sauf peut-être avril, à avoir des fins d'échéance qui se terminent bien, voire très très bien. Là, d'un seul coup, gros coup de froid. Donc là, cette déclaration de M. Williams, on sait que c'est une colombe. Donc on ne s'attendait pas de toute façon à ce qu'il dise d'autre chose, parce qu'il dit toujours la même chose, il est toujours en faveur des baisses de taux. Donc là, tout va bien, on est en terrain connu. La prudence de Wall Street démontre que là, on se dit, ouais, peut-être qu'ils peuvent rebaisser une troisième fois les taux, mais c'est déjà ce qu'on avait intégré dans les cours au 29 octobre dernier, quand le Nasdaq 100 était à 26 000. Et le Nasdaq 100 aujourd'hui vient de toucher un point très intéressant. Je ne sais pas si Romain a le graphique sous les yeux. Mais on a le graphique du Nasdaq 100, oui, on peut l'afficher en même temps, oui. 23 900, et là on est sur le sommet de la mi-août. Donc voilà, ex-résistance peut devenir effectivement un support. Ça serait pas mal, je pense que ça rassurerait un petit peu, mais globalement on est sorti de la tendance haussière, et comme je le dis, les leviers n'ont pas fini d'être réduits, et je l'ai dit aussi, la liquidité n'est plus vraiment là. Donc peut-être qu'aujourd'hui ce sont vraiment les fondamentaux qui vont devenir les vrais drivers du marché. Est-ce que une troisième baisse de taux change quelque chose à la dégradation de l'activité dans la plupart des secteurs, comme l'ont observé les Fed d'Atlanta, la Fed de Saint-Louis, tous ont dit chez nous ça ralentit. Alors évidemment, si vous allez dans la Silicon Valley, là on est sur les 1400 milliards de projets d'investissement d'OpenAI, donc là ça va encore très très bien. Mais je pense que le fondamental va d'un seul coup ramener les marchés à la réalité. Et par fondamental, de quoi est-ce que je parle exactement ? Quand vous écoutez Jensen Huang, donc voilà, c'est merveilleux, Nvidia a le carnet de commandes plein jusqu'en 2026, les clients n'achètent que le dernier modèle le plus cher, c'est merveilleux. Mais ce que l'intelligence artificielle a détecté dans la publication de Nvidia, c'est qu'il commence à y avoir des impayés ou des retards de paiement, où le prix de location des GPU est en train de baisser. Et la dernière génération de puces, de GPU Nvidia, elle n'a pas été amortie du tout. Les gens passent déjà au Blackwell sans que la génération précédente leur ait permis de générer des revenus et encore moins de profits. Donc il y a quand même des fragilités dans les bilans annoncés, mais il y a surtout quelque chose qui est énorme, qui est l'éléphant dans le corridor, c'est que si vraiment Jensen Huang a raison, et qu'il y a 5 millions de GPU vendus d'ici fin 2026, il va falloir, pour les faire tourner, il va falloir l'équivalent de 20 ou 30. Oui, bien sûr, il y a la question ça fait partie des limites connues. Oui. Non, mais ça fait partie des limites connues à l'IA, la question de l'énergie et de l'approvisionnement énergétique. Romain, un mot rapide de votre graphique du Nasdaq 100, là, qu'est-ce qu'il faut retenir effectivement, la situation technique ? Ce qu'il faut retenir, c'est les 23 932 points. Ouais. Donc on est d'accord effectivement avec Philippe, il faut absolument préserver ce niveau-là. Pour l'instant, on est au sein d'un canal haussier de long terme qui a très bien fonctionné avec des petits débordements, notamment celui du mois d'avril par le bas, mais qui a bien fonctionné. On tentait de le déborder par le haut, on le réintègre violemment. Le message aussi, c'est qu'on est peut-être en train de former un avalement baissier en mensuel. La bougie du mois de novembre est peut-être en train d'englober celle du mois d'octobre. On n'est pas à la fin du mois, donc j'anticipe, mais c'est pour ça que je vous ai placé ce niveau de 25 190. Il faut non seulement clôturer au-delà du plus bas de la bougie précédente, de l'ouverture de la bougie précédente, mais au-delà de la médiane, parce que sinon ça ferait ce qu'on appelle une couverture en nuage noir. Dans les deux cas de figure, avalement baissier ou couverture en nuage noir, c'est pas un bon signal, et ça a l'air bien parti pour que ça se termine du mauvais côté. Donc il y a au moins un coup d'arrêt dans la tendance très probable sur le Nasdaq. Quelques autres graphiques, là on a beaucoup parlé de la volatilité, vous êtes venu avec le graphe de la volatilité américaine, l'indice VIX, volatilité implicite du marché américain, du S&P 500. Là aussi, il y a, vous nous disiez, encore un gap à aller chercher, un gap qui date de quand du mois d'avril, un gap début d'année, c'est ça, du Liberation Day, bien sûr. Un peu au-delà de 35, qui a été partiellement comblé, mais pas totalement. Et les gaps sont souvent comblés, même toujours comblés. C'est le seul actif au monde sur lequel tous les gaps soient comblés. Une leçon que j'ai retenue. Donc,
c'est souvent le cas à court terme. Là, dans ce cas de figure, bien, ça n'a pas été le cas encore. Donc, il y a eu des gaps qui ont été un peu plus loin. En 2022, de mémoire, il y en avait un qui était resté ouvert assez longtemps, mais qui a fini par être comblé. Donc, ça, c'est à surveiller. Ce qu'on voit aussi, c'est cette structure qui m'inquiète un petit peu. Je vous ai fait un joli arrondi en bas de la volatilité. Il y a ce petit rounding bottom qui est possible. Donc, attention au débordement de 28,40. On pourrait accélérer. On a testé 2 points hauts récemment à 28,40 et on a buté contre ce niveau. Si on le déborde, ça peut être une accélération haussière de la volatilité, donc baissière pour les marchés. Un peu de prudence donc à avoir de ce côté-là. Il faut qu'on réintègre. On est quand même en alerte maintenant, à mon sens, sur la volatilité. Il faut qu'on réintègre ces niveaux de 23,35, 19,75 pour se détendre et invalider l'alerte qui est possible pour l'instant. En timing, j'y crois pas tellement, mais on a quand même cette possible structure en rounding bottom ou ta séance en deux mouvements. En timing, je serais plus prudent en début d'année. Parce qu'encore une fois, on va voir si c'était une phase de distribution vraiment qui se met en place. Ce serait aussi pas complètement illégitime. Je rappelle que le Nasdaq a quand même pris 200% depuis 2020. Donc, pouvoir digérer un peu et qu'on sait que des gros fonds n'ont pas participé à ce mouvement de hausse. On sait que des acteurs majeurs sont sortis de ce mouvement de hausse. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une phase de distribution qui se met en place? Et vous évoquez le réflexe acheteur des retail. Est-ce qu'il a été... Peut-être qu'il a été là encore une fois, mais peut-être qu'il a été mis à mal par cette fois-ci des vendeurs qui sont plus lourds, plus forts, plus gros cette fois-ci que de racheter dans des creux de marché qui font qu'on a moins de contrepartie en face de soi. Bon, il est urgent de ne rien faire donc, Jean-Louis? Ah oui, toujours, bien sûr. Moi, la volatilité implicite, j'ai une analyse très différente de Romain, puisqu'elle évolue, en gros, si on pouvait résumer, entre 0 et 1. C'est-à-dire que historiquement, elle est toujours entre 0 et 1. 8 au plus bas, et puis au plus haut, ça peut être à 25, 30. Après, ce qu'on peut regarder, c'est la moyenne des pics de vol, la moyenne... la moyenne qui aujourd'hui est à 14-15, alors qu'à une époque... Là, vous parlez quoi? Du marché parisien, européen? D'accord. Vous savez, tous les indices en actions en Europe et aux États-Unis ont à peu près la même volatilité. Ça se joue là actuellement. La semaine dernière, moi je regardais, je ne suis pas tout le temps dessus, mais on était à 16 à peu près, 15,7. Là, elle a dû remonter un petit peu. Mais de toute façon, c'est normal que c'est pas un actif qui va progresser et sur lesquels les gaps sont intéressants. Pour moi, les gaps n'ont pas d'intérêt du tout, puisque de toute façon, encore une fois, c'est quasi borné. Même si parfois on peut trouver des trucs incroyables comme sur le pétrole, quand les prix étaient passés négatifs. Ouais. C'était 350 de vol implicite, un truc comme ça. C'était assez délirant. Non, le message de la vol implicite, c'est qu'il y a toujours de la méfiance sur les marchés. Et on pourrait considérer que tout n'est pas perdu, qu'il y a c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas dire qu'il faut vendre. Moi, parfois, j'ai dit barrez-vous en fin 2019. Là, c'est pas le cas du tout. Et on pourrait rapidement, alors quand je dis rapidement, ça peut être à tout moment, parce qu'en fait, ça dépend de l'anticipation que vont faire, encore une fois, les investisseurs. Mais c'est quoi le potentiel catalyseur d'un mouvement? Alors, on peut en trouver plein à la baisse, plein à la hausse, mais le principal, ça va être encore une fois la baisse des taux d'intérêt par la Fed. Et si beaucoup l'attendent pour le début 2026, on pourrait considérer que peut-être on aura des anticipations, ou en tout cas, ça sera comme un rappel à chaque fois que les marchés vont se casser la figure. Oui, mais ils vont finir par rebaisser les taux d'intérêt, ça va remonter, etc. Oui, le bout, il est quand même installé là, que ce soit décembre, janvier. Bon, après, on peut ergoter. Ce sera plutôt janvier, mais... on verra. Enfin là, le consensus se trompe souvent. Mais... Paris je veux bien. Moi, je parie déjà sur le marché. Moi, je pense qu'elle est à la place. Pas toujours simple en ce moment. Allez. C'est pas toujours simple. Non, mais voilà. Donc oui, c'est une situation particulière. A priori, comme tu l'as dit sur le Nasdaq, c'est pas remis en cause pour l'instant la tendance. Donc l'idée d'acheter n'est pas stupide sur des replis. Il va falloir être hyper vigilant, chasser les opportunités, pas forcément porter trop longtemps. Si un investisseur me dit, moi, temps mort, je vous laisse, on se donne rendez-vous vers le 10 janvier, je dis, oui, c'est un comportement extrêmement... rationnel. Ouais, c'est ça. Voilà, responsable. Savoir acheter, savoir vendre et savoir s'arrêter. Voilà. Bon. Et voilà. Et donc là, on est dans une phase où moi, je vais peut-être pas arrêter parce que j'essaye de faire des positions combinées options futures, etc. Mais sincèrement,
parfois on se dit waouh, tout ça pour pas grand-chose à la fin. Moi, je dis que vous devriez vous arrêter. Ça fait 45 ans, Jean-Louis, maintenant. Ah, mais j'aime ça. Bon, bonnes vacances, messieurs. Non, mais on se retrouve le 19 décembre, prochaine date d'échéance. Et ce sera la veille de notre break de fin d'année sur l'antenne de Bismart. Merci à vous trois, les trois sorciers de Smart Bourse. Avec nous chaque troisième vendredi du mois, Jean-Luc Hussac, Romain Daubry et Philippe Béchade.